KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. L'illusion à la mémoire impressionnante de M. Henri Desgresses l'inquiétait autant. La sienne à lui, Augustin, n'était-elle pas exposée aux mêmes épithètes ? Sa phrase sur la psychologie des hautes températures lui semblait voltiger encore dans les airs, retomber sur lui et s'y appliquer comme à la fiancée. Peut-être quelqu'un de ceux qui écoutaient faisait-il déjà l'application. Mais le sourire si simple, presque confus, avec lequel elle le regarda, fit qu'il dut s'occuper hâtivement d'une besogne quelconque, comme de mordre à une bouchée de pain ou de palper ses boutons de plastron. Une fois de plus, il goûta la parenté de l'angoisse et de l'extrême bonheur, sans qu'il pût distinguer entre les deux claviers. Il sentait brusquement, et s'exaspérait de la sentir comme illusoire et cruelle, la première lueur d'espérance, embrumée encore, et luisant à travers toutes les vapeurs du possible. Elle l'aveuglait de terreur, de gratitude et d'une immaîtrisable joie. À l'éventuelle et banale issue des larmes, comme à tous les sentiments trop tendus, se mêlait un singulier désir, se cacher, fuir la présence, s'évader du rayonnement immédiat, emporter son amour comme une chose volée, pour mieux et plus librement la contempler, s'enivrer de son image et se rouler dans cette ivresse. Il dut freiner durement pour se garer des paradoxes fous, se retenir aux régions moyennes du sens commun, de la conduite normale et de la tenue. Ainsi chantait-il, l'une après l'autre, toutes les strophes du chant éternel. « Enfin, que fait Paul ?» demanda M. Henri Desgresses avec cette sympathie un peu méprisante dont on parle d'un très vieil enfant. « Je suppose que c'est son coup de fusil » fit-il pendant qu'il mangeait son aile de faisan. Madame Desgresses et Sablon expliqua avec détachement, et en accentuant la pente de quelques tiges de dahlia, que les démarches électorales étant encore trop lointaines, Paul pouvait consacrer tout son temps à son écurie de course et que, pour le moment, il était à Maisons Laffitte. Autour d'eux, le service continuait dans son méticuleux silence. Augustin voyait verser le Romanée Conti, et de nouvelles argenteries lourdes remplaçaient sans bruit sa fourchette et son couteau. La conversation se continuait au-dessus de tous ces gestes des muets génies serviles. « Monsieur Marguillier, continua-t-elle en accentuant plaisamment ce nom falot, doit le présenter à quelque chose. Paul m'en a longuement expliqué l'importance. J'imagine qu'il le redoute vaguement. » « Bien peu de choses à craindre, dit M. Henri Desgresses avec une certaine hauteur amusée. Puis tourné vers Augustin, avec sa voix d'affaires et d'assemblée générale qui équilibrait les membres de phrase. « J'ai dû faire ajouter une section spéciale à nos contentieux administratifs pour étudier, dans chaque cas particulier, les moyens légaux de conserver à ces messieurs du Parlement, au conseil d'administration qu'on leur entrouvre, les situations qu'ils me supplient en secret de leur maintenir après s'être, par leur vote, interdits eux-mêmes de les occuper. » Rendu par ce petit discours à l'intention des choses ambiantes, Augustin marquait les différences. En face de Paul, auprès du Marguillier réel et déjeunant, il avait admiré de tout son cœur l'ironie délicieuse et cordiale de Madame Desgresses et Sablon. Mais ici, le ton changeait. Il témoignait, pour ces personnages accessoires, plus absents que par leur seule absence, d'un délicat intérêt, et tout à fait inexplicable, jusqu'à ce qu'on comprît que cet intérêt ne visait pas les choses sur lesquelles il paraissait porter. Monsieur Marguillier, les élections, le vrai visage des classes rurales représentées par Monsieur Desgresses et Sablon, que c'était un alibi d'intérêt, qu'il regardait autre chose, ailleurs, et peut-être des sujets à jamais informulables. À leur défaut, tout autre propos convenait, étant tous indifférents, simple prétexte à conversation lente, pénétrée dont on ne savait quelle subtile mélancolie charmeuse.
Augustin croyait bien se rappeler, dans la première entrevue qui l'avait tant frappé, quand déjà il remarquait ces jeux de la restreinte, du bonheur et du secret, qu'elle paraissait alors plus libre, plus gaie peut-être, étant plus jeune. Cette on ne savait quelle subtile mélancolie n'existait pas encore. Elle avait dit elle-même avant le dîner, ces deux-là s'étaient rencontrés en retard. Lui, au contraire, ne perdait rien de son habituelle maîtrise de tout lui-même. Il eût fallu une profonde expérience de ce regard posé, pénétrant et froid, pour y discerner la douceur et l'intention tendre dont il observait, en face de lui, la longueur splendide d'un bras nu donnant du flou à l'inclinaison des dahlias. Et ceci introduisait pour Augustin, dans les interstices de son amour, comme un autre champ différent et voisin, un autre sentiment profond, stabilisé, partagé, noble et renonçant. L'évidente souveraineté de cet homme respectait les parterres intérieurs, juste comme sa culture générale s'arrêtait sur les sols techniques qui n'étaient pas les siens, aux bornes qu'il s'était lui-même tracées. C'était, dans les deux cas, la même sauvegarde des terres réservées, et cette distinction de pensée, cette modération, ce sens presque esthétique des limites, cette mesure gardée dans la puissance, constituait avant le christianisme l'essentiel de la vie morale. Augustin retrouvait les termes de Marguillier et ce ton de comptable dont il tenait de mesurer le volume financier de l'un des 30 ou 40 hommes les plus riches du monde, sa stabilité pesante et ancienne, quelques-unes des affaires les plus solides de France, aux ramifications les plus sûres, les plus capables de multiplication spontanée, et tous les autres mots employés à décrire l'un des grands millionnaires d'Europe. Il ne pouvait faire qu'il ne vît cette auréole complexe et formidable autour de l'homme d'une distinction si gardée, protégée contre tout le reste des choses par la volonté de son repos solitaire. Hormis cette professionnelle du piano, engagée ici à son intention, il n'avait que Monseigneur Herzog et lui, Augustin, admis parmi ces gens, dans leur familiarité simple et charmante. M. Henri Desgresses gardait le souci aimable de le maintenir dans une apparence d'égalité avec lui, sur une même surface plane, sans montée ni descente entre les idées qu'ils échangeaient. Il jugea infiniment invraisemblables les renseignements brutaux de Marguillier. Ni héritière à Césine, ni successeur irrégulier, alors quoi ? Raisonnement de liquidateur judiciaire et de tribunal civil, vrai peut-être à son échelle, mais à son échelle seulement. Le voisinage de cette immensité économique laissait-il douter des biens de fortune qui, d'une manière ou d'une autre, se déverseraient sur Anne, de la très haute classe sociale où elle se marierait ? La familiarité même de cet accueil ne montrait-elle pas qu'on l'estimait sans danger ? Las de ces raisonnements cent fois ressassés, un flot de désespoir souverain, glacé, défini cette fois et indiscutable, s'abattit sur son cœur. Sans doute. Mais comme il lui était aussi impossible de ne pas vivre toute sa vie dans le voisinage d'Anne, dans la douceur de son amitié, comme l'intimité d'Anne, bonheur ou martyre, peu importait, lui était une irrassasiable faim, eh bien, il chercherait une forme de dévouement total, permanent, très caché, aussi long que la vie se découvrirait bien. Il était possible d'arranger cela. Ces phénomènes si rares existaient. Un cas tout semblable dans ses différences se trouvait sans doute devant ses yeux. Comment avait-il appelé l'attachement de ces deux qui étaient là ? Noble et renonçant ? Était-ce exact ? Il se le demandait. Leur double tendresse passionnément inassouvie s'était-elle finalement satisfaite de savoir qu'ils pouvaient passer leurs deux vies presque côte à côte, de connaître qu'ils étaient moralement tout l'un pour l'autre et ne seraient jamais que ce tout-là ? Cependant, le fait même qu'il ne cachait pas devant Anne, lui, sa muette passion profonde, elle, une sorte de caresse triste et câline, lui semblait leur correction intérieure. Toute autre solution était impossible à cause d'Anne, à cause de cette petite vie claire et grandissante qui accompagnait la leur depuis les premiers jours.
L'ardeur absorbée, clairement vue autrefois, avait dû se tourner en dévouement absolu et finalement tranquille, s'était noyée dans cette eau sourde. Ces choses se voyaient parfois. Existait-il d'autres moyens d'expliquer ce qui restait inexpliqué et le demeurerait sans doute à jamais dans ce discret double amour? Cette correction morale, cette sensibilité sans geste et sans aveu, Augustin croyait les comprendre, les soupeser. Toute cette grave hérédité de grands bourgeois lyonnais avait engendré ce qu'il fallait d'orgueilleuse restreinte de soi et de domination sur son cœur pour rendre possible ce profond drame sans drame. Et puis, toutes les complications, les dissimulations, les pertes de temps, la particulière bassesse d'un tel adultère, est-ce que cela ressemblait à ce puissant? C'était le brisement de tout obstacle, ou rien. Peut-être l'avait-il débattu, elle et lui? Même pas, pensait Augustin. Sans rien de la profondeur religieuse d'Anne, il semblait qu'à sa place, à elle, une âme lyrique et romantique eût fléchi. Mais elle avait bien trop de finesse, de clarté d'esprit, de sagesse, de sang-froid, d'ironie à l'égard des choses, un sens trop juste de ce qu'il y a, au fond, de tolérable dans toute souffrance, un jugement trop héréditairement sûr et fin des forces sociales et du monde, trop de hautaine élégance dans sa merveilleuse et douloureuse vie. Comme il avait compris Anne de Préfaille, il semblait à Augustin qu'il pénétrait aussi celle qui avait été autrefois Élisabeth de Préfaille, qu'il interprétait comme il convenait ce mélange de fantaisie, de tristesse, de positivisme et de beauté. Il répéta, parce que les mots lui parurent changer de sens et d'écho, dévouement absolu et finalement tranquille. Il faudrait trouver cela pour Anne. Il ne savait comment encore, mais c'était de cela qu'avait faim son pauvre cœur esclave. De cela se composerait sa vie. Monsieur Henri Desgresses mangeait avec un plaisir fort visible l'incomparable bombe glacée aux pêches et au moka que le maître d'hôtel venait de lui présenter. « Je suis ravie que cette glace vous plaise, Henri, » dit sa belle-sœur, avec ce grain de tendre et imperceptible malice dont elle n'arrivait jamais à débarrasser tout à fait ses amitiés les plus violemment chères. Et peut-être cette mince teneur d'ironie ravissante était cela même qui avait semé en lui, voici combien d'années, le germe de la permanente tendresse vaine. Lorsqu'ils se levèrent de table, Augustin fut redevable à Madame Desgresses des Sablons d'une nouvelle secousse dans sa passion brisante. Comme elle venait de parler à Monseigneur Herzog et qu'il ouvrait encore sur elle ses vieux yeux ingénus, elle prit doucement son bras avec cette docilité envers ses impulsions immédiates qui étaient tellement elle-même. Augustin vit qu'on s'en retournait par couple. Ce fut un affolement puis un orage de bonheur. Anne vint prendre son bras avec la plus simple amitié. Monsieur Henri Desgresses avait offert le sien à la pianiste et attendait. Augustin retrouva les valets de pied immobiles et le maître d'hôtel sculptural. Il eut envie de lui faire un signe, de le supplier de ne tirer cette fois aucun fil électrique. Il se sentait une gaieté jamais connue, une frénésie de dire et de bondir. Il entendait sa voix de cristal humain. Il lui semblait la cajoler, l'entourer d'il ne savait quoi d'immatériel et pourtant velouté, propre à caresser les voix, dont il aurait eu la disposition et la formule. Jamais il n'eût pensé que ce qu'il aurait à réfréner, ce pouvait être la gaieté. Ils s'en revinrent par les petits salons. « Vous ne connaissiez pas oncle Henri ?» demandait-elle. Augustin s'étonna intérieurement. La fameuse première entrevue, d'il y avait 15 ans, n'avait donc fait aucune impression sur elle. Le rappel de la phrase célèbre « Je voudrais qu'on m'explique pourquoi ces choses sont belles » ne lui disait donc rien de précis, restait inidentifié. Sans doute bien d'autres voyages à Rome avaient eu lieu avant et après. Une fine douleur profonde traversa tant de joie. Mais elle n'était pas de force et s'y noya.
Il expliqua comment il connaissait M. Henri Desgresses. « Oh !» dit-elle soudain avec une confusion rieuse, plus charmante que si elle se fût souvenue tout de suite. « Mais oui, je me rappelle maintenant. Ce début de carrière archéologique vous a frappé beaucoup. » « Énormément, avoua-t-il, tandis qu'il riait lui-même d'une joie surveillée et surabondante, d'une joie de grand amour. Il parlait presque bas, comme pour un complot plaisant, comme pour échapper à l'attention d'oncle Henri. Sur les beaux vieux parquets bruns, maintenus sans tapis, Augustin entendait son pas calme et régulier battre comme un métronome. Il lui semblait marquer la mesure d'une chanson pour rire. Il répétait mentalement un refrain ridicule, inventé sur le moment même. « Pas à pas, c'est pas le pas de la marche militaire. »« Je l'aime extrêmement, disait-elle, il est très bon, d'une bonté singulière, qui ne se soucie pas de reconnaissance. Tous ses dons sont anonymes. » Augustin rappela cependant le don des 15 millions, offert d'un seul coup pour les laboratoires scientifiques et signé de son grand nom. « Il y avait une raison particulière, fit-elle, avec un geste de la tête, d'une élégance flexible et décidée, nouvelle en elle. La main gauche ignorant les générosités de la main droite, dispositif d'une commodité extrême. On peut faire signer le même chèque à chacune de ses mains. « Ne riez pas, exigea-t-elle dans cette même voix étouffée et rieuse, ce n'est pas bien. » Ce demi-secret de leurs mots, cet aspect de confidence, si nouveau, l'enivrait. Il était un de ces incessants bonheurs secondaires qui jaillissaient de son immense bonheur. Il désira passionnément commencer la phrase qui viendrait par « Mademoiselle Anne », afin que l'habitude en fût prise aussi, pour elle, une fois pour toutes, et qu'une sorte de droit lui fût acquis à la douce appellation. Elle s'était déjà présentée 2 fois, un peu aidée, un peu poussée peut-être. Mais au moment de la prononcer, une main invisible lui garrotta la gorge, et il manqua les mots. Il dit seulement « Il y a peu de jours, nous passions dans les mêmes salons, et des filets de brise venaient jusqu'à nous. » Mais elle dédaigna le paysage, heurta plus profond. « Je crois que nous nous connaissons mieux aujourd'hui, ne trouvez-vous pas ?» Il dut attendre une fois de plus que s'apaisa le désordre de son misérable souffle. Terne, simple, cordial, il se répétait ses injonctions avec une violence héroïque. Et ce serait ainsi tout le long de cette marche intolérable et bienheureuse. Jetée sur la robe bleue de lin, une écharpe de gaze recouvrait les épaules et le bras nu. D'un poids léger et cependant sensible, la main se laissait porter sur le noir mat de sa manche, non pas comme un oiseau capté, ainsi qu'elle avait fait la première fois, mais comme un oiseau resté aérien, gracile et prêt au vol, posé pour son plaisir sur un rameau momentané. Les résolutions violentes étant, au moins pour un laps de temps court, celle qu'il tenait le mieux, il réussit à s'abstenir complètement de regarder cette main. « Mademoiselle Anne, dit-il soudain, vous aurez besoin de beaucoup d'aide pour vos cours, vos leçons, que sais-je. Vous ne pouvez avoir tout votre monde encore. » Monseigneur Herzog a rassemblé un début de cadre juste pour un prélude, et le prélude est plein de trous. « Un prélude pour flûte, fit-il, en impitoyable jeu de mots tremblant. Vous aurez besoin de quelqu'un pour boucher les trous. Utilisez-moi. » Il subit le pur et sombre violet des yeux qu'elle leva sur lui, et l'étonnement grave qu'on voyait jadis à ses regards d'enfant. Il la vit ardente, candide, entendue, délicate, pleine de Dieu, belle à en mourir. Il s'agenouilla, se prosterna, il s'anéantit devant elle, une fois de plus, dans l'incognito de son cœur. « Vous nous rendriez ce service ?» dit-elle. Trouver en ces occasions les mots ternes et précis qu'il fallait, cela il le pouvait, comme aussi se taire et fermer les yeux. Là où il ne pouvait plus, c'était dans les questions du genre de tout à l'heure. « Il me semble que nous nous connaissons mieux, ne trouvez-vous pas ?» Il dit qu'il stopperait tous les trous qu'on voudrait, ou qu'il pouvait faire tout ce qu'on voudrait. Il ne se rappela pas longtemps la phrase exacte,
peu importait. Il sentait un bonheur plein de renoncement, large, pleurant et doux. À ce moment, Madame Desgresses et Sablon, se tournant à demi vers eux, jeta par-dessus son épaule et tout en marchant. « Ces petits salons solitaires me semblent assez froids et tristes. J'aurais pu faire allumer dans ces cheminées. »« Froid et triste, madame, fit Augustin avec stupeur. Non, ne trouvez-vous pas ?» Et elle reprit au bras de l'évêque l'alanguissement de cette marche lente. Ainsi, les timbres de son amour changeaient encore. C'était un incessant jaillissement de variations, des veines nouvelles dans son marbre, d'imprévues flammèches dans ses feux. Augustin ne s'en étonnait plus. Cet amour était une puissance création continue des réalités ardentes. Qu'elles fussent bonheur ou l'inverse, Dieu, que c'était secondaire. Il l'avait vérifié bien des fois. Elle comprenait joie, souffrance, et tout leur intervalle. Tout brûlait dans le même feu. Elle pouvait bondir d'une extrémité à l'autre de son cœur. L'impossibilité définitive de lui demander de se fiancer jamais, le déchirement tranquille d'une belle plaie, sainement saignante, mais aussi une vie voisine de la sienne et presque côte à côte, un long avenir où il ne la quitterait pas, une amitié absolue, sûre et ravissante, avec d'immenses possibilités de souffrir. Toutes ces choses qu'il avait enfin trouvées prenaient pour le moment la forme du plus violent bonheur. Peu importaient les formes de plus tard. Il avait été fort habile de se proposer ainsi. Habile ? Oh non. C'était bien venu tout seul. Il s'était jeté sur l'occasion, comme sur un verre d'eau l'homme qui meurt de soif. Mais c'est après coup qu'avait surgi cette complicité sournoise cachée dans le mécanisme des choses. « Voulez-vous que je bouche les trous, mademoiselle Anne ?» Ainsi rêvait-il dans les dernières minutes où il la conduisait. Il lui semblait sortir de tempêtes immenses, toucher enfin les plages d'une terre de sérénité. Dans le grand salon d'où ils étaient partis, juste contre la vaste porte des vestibules, totalement déplacée à cause de son simple veston gris, aussi retranché que la pianiste avant le dîner, Augustin vit un monsieur de petite taille, décoré, l'œil aigu, sûr de lui, méthodique comme un classeur. Il s'avança vers monsieur Henri Desgresses. « Qu'est-ce que c'est, Lamont ?» dit celui-ci avec sa courtoisie habituelle, nuancée de familiarité. « Monsieur, nous n'avons pu croire devoir écarter à lundi cette demande d'entrevue sans vous en référer, à cause de la personnalité du demandeur. » Comme Augustin regardait Anne, elle lui dit à demi-voix. « Quelqu'un du filtre. » « Une demande de rendez-vous personnel ?»« Personnel, monsieur. » Monsieur Desgresses prit la longue dépêche et commença de la lire avec un léger recul de presbyte. « Mademoiselle Anne, » commença Augustin à voix sourde, « qu'appelle-t-on le filtre ?»« Des ingénieurs et chefs de service d'oncle Henri, chargés de ne laisser passer que les affaires d'urgence absolue pendant qu'il se repose, et de donner aux autres une solution d'attente. » Ils rirent de nouveau tous les deux sans autre raison que leur gaieté. Le maître d'hôtel portait le café, les liqueurs, les cigares dans des argenteries diverses et sur un plateau plus maniable que celui qu'Augustin connaissait déjà. « Élisabeth, » dit M. Henri Desgresses, « vous intéresserait-il de recevoir ici Sir Cecil Ruston et sans doute Lady Ruston ? L'homme est devenu de premier ordre et Lady Ruston a de très beaux souvenirs de voyage et la réputation d'être la femme de Londres qui s'habille le mieux. » Qu'est-ce que c'est que Sir Cecil Ruston ? C'était le chairman d'une compagnie pétrolière célèbre, la deuxième du monde. Et en quoi est-il devenu de premier ordre ? Demanda sa curiosité inimsistante et sa plus totale absence d'intérêt. Mais il n'était pas dans les habitudes de M. Henri Desgresses de répondre légèrement à rien. Il a gardé, parmi ses très vastes affaires, l'allure du prospecteur colonial par quoi il a commencé.
il ne dominait pas suffisamment ses bureaux d'études, qui ne manipulent les idées générales à sa place. Il s'en est rendu compte et amendé. Il a aussi gardé, en survivance des temps héroïques, une tendance au coup de poing et à l'intimidation qui vous amusera. « Est-ce qu'il a tenté de vous intimider à coups de poing, Henri ?» demanda-t-elle, comme elle se fût enquis d'un terrassier en combien de pelletées il comptait niveler le Mont Blanc. « Non, » dit M. Henri Desgresses sans même un sourire. « Il me télégraphie de Londres pour me demander mon jour au plus tôt. J'avoue qu'il m'impose sa hâte, mais cela ne peut guère compter comme un coup de poing. »« Henri, » dit-elle, « nous ne serons seuls ensemble que 6 jours à peine. Nul doute que je n'apprécie les points de Sir Cecil et les robes de Lady Ruston. Laissez-moi ne trouver tout cela parfait que le 7e jour. » Il ferma le dossier qui contenait la dépêche et le tendit à Lamont. « Je ne verrai pas Sir Cecil avant lundi prochain. Télégramme personnel, aimable, comme le sien. Je m'excuse de... Un mot aussi pour Lady Ruston. Je serai ravie. »« Monsieur Lamont, » fit Anne, comme il sortait. Elle lui tendit le dossier examiné avant le dîner. Il l'ouvrit, comprit, fit un salut d'une politesse parfaitement aisée, sortit. « Henri, » dit Madame Desgresses et Sablon, « je me sens coupable. Cette maison est tellement la vôtre. Donnez-moi la joie de sentir que vous y faites exactement ce que vous voulez. » « C'est très bien ainsi, » sourit-il. « Votre intuition a vu juste. Ce n'est pas moi qui ai besoin de lui. » Augustin avait rejoint l'ancien coin de la Revue des Deux Mondes pour savourer les différences, retrouver la vieille détresse par une sorte de raffinement de son cœur exigeant, et aussi pour être seul quelques instants loin de sa présence immédiate et pouvoir mieux s'enivrer d'elle, selon l'étonnant désir éprouvé par le dîner. L'arrangement de l'éclairage découpait dans l'immense salon des emplacements choisis, séparés, chacun plein d'une sorte d'intimité lumineuse. Aidée de la pianiste, Anne circulait autour des tasses de café. Lui la regardait, en une froide ivresse immobile. Il revoyait accompli, enrichi d'imprévisibles, toutes les promesses de l'enfance et de la race, de pures lignes admirables, une longue grâce passionnée, ce profond éclat de pâleur splendide qui appelle la comparaison des fleurs, les nymphéas, les magnolias, les lys. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malegue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.